Bien, nous allons donc continuer avec la conférence suivante et je vais tout de suite repasser la parole à Frédéric, donc de la FIM locale, qui va vous présenter l'intervenant suivant. Alors, pardon. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir pendant la conférence, donc pour avoir le côté interactif. Donc n'hésitez pas, vous me faites signe et je viendrai avec le micro. Alors bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc moi je suis le délégué AFIM pour la Normandie. Et je vais soutenir mon collègue ici parce qu'en fait on fait partie du même groupe. Donc là je suis aussi en soutien de mon collègue. Donc c'est Régis Picard qui va nous présenter des solutions qui fonctionnent dans l'industrie 4.0. Donc, bonjour à tous, donc effectivement Régis Picard, donc, en charge du développement commercial de SNEF Lab. Alors, après, juste quelques mots sur le groupe, mais l'objet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la donnée. Alors, on entend beaucoup parler de ces sujets, encore la semaine dernière, avec les différentes réglementations qui vont se mettre en place au niveau de l'Europe. Mais donc, c'est un sujet clé aussi pour la maintenance et pour le monde de l'industrie. Bon, en deux mots, donc, au niveau du groupe SNEF, auquel on appartient tous les deux, c'est une grosse ETI marseillaise et qui est présente un peu partout en France et qui, de manière historique, était autour du courant fort, courant faible, donc du tirage de câbles et dans une certaine mesure, un métier qui va disparaître et qui va évoluer, on va en parler tout à l'heure, avec des nouvelles technologies, quoi. Et donc je te repasse la main sur la brique Fourré-Lagadec au sein du groupe. Alors Fourré-Lagadec donc effectivement appartient au groupe SNEF. Donc moi j'ai en charge la direction de l'agence régionale donc, qui rayonne sur Rouen et l'Île-de-France. Donc Fourré-Lagadec, 100 ans d'expérience cette année. Et donc dans les métiers, on fait de la maintenance à valeur ajoutée. Donc 60% du chiffre d'affaires sur les contrats de maintenance à valeur ajoutée. Après les travaux neufs chez les clients industriels et les arrêts d'unités. Dans les métiers de la mécanique, tuyauterie, chaudronnerie et principalement dans l'industrie. Donc oui, donc on vient de le dire, donc les métiers mécanique, tuyauterie, chaudronnerie, ingénierie de maintenance, donc de plus en plus. Donc ça dépend du type de contrat de maintenance. Donc soit ce sont des prestations qu'on peut vendre en tant que telles, uniquement de l'ingénierie de maintenance, ou alors c'est des prestations associées à un contrat de maintenance à valeur ajoutée pour apporter des progrès à nos clients. Donc le sujet du jour, donc on va parler de la valorisation de cette donnée. On peut parler aussi du voyage maintenant de la donnée dans le monde de l'industrie. Des éléments qui peuvent paraître un peu en décalage par rapport, on parlait tout à l'heure, lorsqu'il fallait changer un roulement, donc là on est bien sur du concret. Mais donc on est sur des sujets qui sont aussi très concrets et qui apportent de la valeur. Et aussi, je vais en parler aussi, l'objectif c'est pas de faire de la data pour de la data et pour se faire plaisir ou pour les services R&D, mais pour que ça apporte vraiment un ROI, un retour sur investissement concret, chiffré, que ce soit en valeur financière ou alors aussi sur la satisfaction des intervenants ou au niveau des conditions de travail. Donc les sujets que je vais évoquer, je vais parler de collecte. Alors des sujets normalement que vous avez déjà dû entendre parler depuis pas mal de temps autour de l'IoT. Donc quand on parle d'IoT, on parle souvent, c'est d'aller chercher de la donnée pas chère, donc sans avoir à tirer des câbles. Je vais vous parler de 5G, en particulier de 5G industriel. Donc là, c'est un sujet où la France aujourd'hui est en avance, même au niveau mondial, et il faut pas perdre cette avance. Et donc il y a différentes démarches qui sont lancées au niveau du gouvernement sur le sujet, même de l'Europe. Après, rapidement sur la partie sécurisation, parce que c'est des sujets qui ont déjà été évoqués sur les aspects cyber, mais donc qui reste un enjeu clé qui peut faire peur quand on parle des cheminements de la donnée, mais aujourd'hui qui sont de plus en plus maîtrisés en fait. De la visualisation, mais aussi derrière au niveau de l'exploitation de ces données
Et donc l'exploitation peut se faire soit, donc on entend beaucoup parler de maintenance prévisionnelle, que j'évoquerai, qui est en train d'arriver à maturité, et aussi donc les sujets du moment et d'après-demain. Donc on va parler de cloud, donc avec des plateformes comme Azure, AWS, et qui vont permettre justement d'apporter encore beaucoup plus de valeur aux données. Même si donc voilà, j'en parlais tout au début, donc il y a le sujet de la souveraineté de la donnée au niveau France, Europe, et de la gestion de tous ces aspects-là, et de bien maîtriser l'ensemble du chemin. Donc voilà les sujets évoqués. Donc comme l'indiquait tout à l'heure, donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que donc je vais balayer les différents sujets, mais si vous avez des questions au fil de l'eau, c'est avec plaisir. Donc le premier point, c'est du 4.0, de l'industrie du futur, etc. Enfin, c'est pourquoi faire, quoi. Parce que lorsqu'on rencontre le patron de l'exploit d'une usine, lui, il a un problème concret, c'est de faire tourner son installation. Donc l'intérêt, c'est de réduire les coûts. Enfin, pour être clair, pour que les outils de production soient améliorer leur rentabilité. Donc ça va être d'optimiser les coûts, soit d'installation, de maintenance. Ensuite, d'augmenter la disponibilité des infrastructures. Alors quand on parle d'infra, je parle vraiment de l'outil de production, qui est le cœur du problème. Le sujet qui est plus d'actualité et qui le sera encore plus demain, et quand il y avait les jeunes tout à l'heure, ils sont encore plus concernés que nous, c'est limiter les consommations énergétiques pour la partie financière, mais aussi surtout pour réduire les consommations, et aussi au niveau de la neutralité carbone, qui est l'objectif de l'ensemble des sites industriels. On prend par exemple une structure comme Arcelor, qui par définition produit du carbone, donc a aussi une trajectoire de neutralité carbone qui est mise en place, quoi, et avec des investissements forts de leur côté. Donc ça veut dire que tous les acteurs qui sont présents ici, donc vous intervenez dans ces environnements, chez ces types de clients, donc vous devez aussi réfléchir, à travailler sur ce point, quoi. Et après, donc, de l'optimisation de process, bien sûr, donc, qui aura comme conséquence d'améliorer les 3 points précédents. Donc le premier point, donc on parle de collecte de données. Donc là, en collecte de données, ça fait 5-6 ans que le sujet se travaille sur des technos dont on parle d'IoT, alors Internet of Things, mais dans le vocabulaire un peu courant, même si, attention, définition de la norme, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment une sur le sujet, de l'IoT. Mais donc là, j'ai surtout évoqué la capacité, donc les technologies présentes actuellement. Donc on va parler de LoRa. Alors, hier, on parlait de Sigfox, mais qui est un peu en difficulté. Mais donc, lorsqu'on parle de LoRa, d'NB-IoT, LTE-M, donc là, ce sont des technos où, je vais prendre un site industriel, on a une info, donc par exemple une vanne qui n'est pas connectée et sur laquelle on va intervenir quelques fois par an. Donc naturellement, vous n'allez pas tirer un câble qui va coûter plusieurs milliers d'euros entre l'achat, le sous-traitant qui peut être SNEF, mais donc qui va tirer ce câble, et donc vous ne le faites pas. Et donc lorsqu'il y en a besoin, vous devez envoyer une personne pour vérifier l'état de la vanne, ouvert, fermé, etc. Et donc là, on va pouvoir installer avec quelques dizaines de kilo-euros une petite antenne pour couvrir l'ensemble de votre site industriel, et un petit capteur qui va coûter quelques dizaines d'euros, qui fonctionne avec une batterie qui va durer 10 ans, on va dire entre 5, 7 ou une dizaine d'années, et vous aurez l'information en temps réel, vous aurez l'information de l'état de la vanne, et qui vous sera remontée dès qu'il y a un changement, ou lorsque vous souhaitez le solliciter. Et donc ce petit cas d'usage simple, donc avec quelques dizaines de kilo-euros, en fait il a des milliers de cas d'usage. Et donc c'est pour ça que tous les grands groupes y sont passés. Total, donc pour le coup nous on leur déploie des réseaux LoRa dans toute la raffinerie au monde. EDF aussi a cette technologie, et pratiquement tous les grands sites industriels l'ont déployé. Et que ça soit des industries très sensibles, quand on parle d'une centrale nucléaire, ou des industries un peu plus classiques. Et donc dans les cas d'usage, ça peut aller, donc je parlais de cet exemple, mais de connecter la clim d'un local tertiaire,
donc pour remonter l'information, pouvoir la piloter à distance parce qu'elle n'a pas été raccordée, donc avec de l'efficacité énergétique. Sur vos sites, enfin sur les différents sites, il y a des compteurs de fluide plus ou moins anciens avec les petits rouleaux qui tournent, et donc on envoie des gens pour aller faire ces relevés de compteurs, et donc avec des coûts, avec des erreurs de relevé. Donc là, on va clipser un de ces capteurs, et une fois par jour, vous aurez l'information de la consommation électrique, eau, gaz, etc. Et très important aussi, donc on l'a constaté chez certains clients, dès qu'il y a une fuite, on remonte l'alarme, et donc là avec des gains et des ROI qui sont évidents. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très mature aujourd'hui et qui est vraiment en place, et avec des coûts de déploiement et d'exploitation qui sont vraiment très légers, et qui vont se poursuivre, et avec une évolution d'ici 4-5 ans au niveau de la technologie, où il y aura une convergence vers la 5G privée, donc, que je vais évoquer après. Alors, qu'est-ce que la 5G, bon, vous avez tous des smartphones avec des abonnements avec les grands opérateurs, donc c'est pas ça. Donc le principe, c'est sur un site industriel de devenir son propre opérateur. Aujourd'hui, sur chaque site industriel, on va avoir un réseau Wi-Fi, DECT, ou de téléphonie pour se déplacer. Et l'idée, c'est à la place d'avoir un réseau Wi-Fi, vous avez votre propre réseau 5G. Et vous allez pouvoir remplacer tous les réseaux existants, et en plus avoir de nouveaux usages. La cible, c'est l'usine sans fil. On en parle depuis pas mal de temps, mais là donc on est de plus en plus concret. Et aujourd'hui, c'est public, enfin les premiers grands industriels sont Airbus, donc dans leurs usines de Nantes, Saint-Nazaire, Toulouse. EDF, dans ses centrales nucléaires, déploie de la 4G et qui va évoluer sur la 5G privée. On a Total, donc, qui est pas très loin. Donc, alors, sur la plateforme de Donge, l'infrastructure est déployée. Ils vont le déployer dans toutes leurs raffineries monde. Donc, ils vont déployer cette technologie. Donc, ça veut dire quelles sont les incidences pour vous, ou tous les acteurs de la maintenance. Ça veut dire qu'il faut se préparer à avoir des outils, avoir des solutions qui puissent s'interconnecter avec cette technologie. On va parler de 4G ou de 5G privé. Pour les premiers usages, vont être autour de tablettes pour pouvoir se déplacer n'importe où dans l'usine ou sur le site, et donc pour réaliser des opérations de maintenance, réaliser des levées de réserve, même si il y en a très peu, mais donc prendre des photos, constater des écarts. Et donc ça, ce sont les premiers usages. Mais les usages suivants, donc typiquement qu'on est en train de réaliser nous sur un lab à Valence, donc en partenariat avec Schneider Electric, c'est donc de remplacer toute la partie OT. Alors je ne sais pas si ça parle, les réseaux OT ou les réseaux d'automatisme. Donc, ce sont tous les protocoles qui sont très robustes, très anciens, qu'on va retrouver entre l'automate, l'instrum, et qui pilote une machine, un robot, un portique. L'objectif, c'est que, afin d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts de déploiement de ces câbles, et aussi de maintenance des câbles, ou lorsqu'on déplace des machines, que tout ça soit sans fil. Et donc la maquette qu'on va réaliser d'ici juillet-août à Valence avec Schneider, c'est le pilotage d'un portique. Donc un portique de plusieurs mètres de haut. Alors on va le faire en maquette, au niveau de l'espace c'est un peu trop gênant. Mais donc ce portique, aujourd'hui, il a des caméras qui sont Wi-Fi, qui fonctionnent plus ou moins bien, et donc il y a des liaisons entre l'automate qui pilote le portique et donc les différents moteurs et les différents capteurs du portique. Donc là, les seuls fils qui resteront, c'est l'alimentation électrique. Et sinon, donc, au niveau des guirlandes, il n'y aura plus besoin d'avoir de communication, et tout se fera en 5G privé, donc qui apporte une sécurité en termes de robustesse de l'installation. On supprime tous ces câbles qui peuvent se déplacer. En termes de cyber, on est équivalent à un fil. Enfin, je caricature un peu, mais on est assez proche. Aujourd'hui, il n'y a pas de constat, même sur les réseaux publics, d'attaque sur un réseau 4G ou 5G. Aujourd'hui, ça n'a jamais été constaté. Après, donc, lorsqu'on rentre, si on a, donc, comme si
vous piratez le fil qui est ici, enfin, tout le monde peut récupérer le signal. Enfin, c'est très simple. Sur un réseau 5G, ça va être beaucoup plus complexe en fait, dû à la sécurisation avec les cartes SIM et les différents protocoles, quoi. Donc voilà, donc ça, ce sont les éléments qui sont en train d'arriver. Le gouvernement aussi a lancé différentes démarches. La plateforme que j'évoquais à Valence, donc elle est soutenue par le plan de relance. Mais donc le sujet qui est très intéressant aussi, et pour le coup, je vous invite aussi à aller voir sur le site, enfin les différents sites de la DGE, Direction Générale de l'Entreprise. Donc il y a donc là ils ont lancé un appel à candidature pour créer 3 gros campus en France qui deviendront des showrooms autour des filières industrielles françaises, et donc qui seront financés par le gouvernement. Donc l'idée c'est une par grande région, il y en aura une autour du bassin lyonnais, autour de la pharma, de la chimie, de l'industrie de process. Sûrement une autour de la partie manufacturière, voire aéronautique sur le sud-ouest. Et donc nous, on est en train de monter un projet sur Rennes autour de la logistique, l'agroalimentaire et aussi de la chimie. Et donc l'objectif, c'est d'avoir dans ce campus, qui fera plusieurs centaines de mètres carrés, donc des machines, et donc pouvoir démontrer l'intérêt à l'ensemble du tissu industriel, de PME, de TI de la région et de l'industrie agroalimentaire, logistique, de pouvoir toucher du doigt l'intérêt de la technologie, et puis aussi que le patron de la PME se dise, mais oui, en fait, c'est évident, j'ai des problèmes aujourd'hui de connectivité et je pourrais vraiment progresser dans la collecte de l'information. On pourra, donc ces campus seront là avec différents syndicats de filières, accompagner les industriels pour identifier le ROI et pouvoir l'appliquer. Il y a une petite question tout au fond. Alors il y a un micro qui sait comme il est où, Hakim? Bah, tiens. Le deuxième. Oui, je suis désolée de vous couper dans votre présentation. Je suis Cécile Cailly, formatrice au sein du pôle formation UIMM Rouen-Dieppe au Ménilénard, et je me pose la question en termes d'emploi et de formation. Parce que nous, on forme des BTS maintenance des systèmes. Est-ce que ça veut dire que ça va complètement changer la façon de former nos jeunes et nos alternants? Parce que vous parliez tout à l'heure de ne plus prendre des mesures, mais de mettre des capteurs automatiques en fait, qui vont envoyer ensuite toute la data en fait, pour récolter tout ça. Ça veut dire que ça va changer complètement les métiers, en fait. Et donc, pour nous, la façon de les former. Effectivement, et donc d'ailleurs, donc il y a une mission, les deux ministres, Cédric O et Agnès Pannier-Runacher, ont missionné le gouvernement en septembre l'année dernière pour identifier les 7 actions à mettre en place au niveau en France. Identifier les 7 actions pour accélérer la prise en compte de la technologie pour l'industrie française. Une des actions, c'est les 3 campus qui seront créés d'ici juin 2023. Et une autre action forte est effectivement la formation. Et donc là, il y a différents acteurs, je pourrais vous transmettre les liens, mais donc il y a différents acteurs qui sont positionnés sur le sujet. Donc les formations sur la technologie pure, 5G, mais quelque part ça, il y a déjà les expertises, mais effectivement après des compétences pour pouvoir gérer l'intégration et l'exploitation de ces éléments, et puis aussi l'évolution que ça va impliquer derrière en termes technologie de ces réseaux, quoi. Donc effectivement, ça fait partie des 7 recommandations, et il y a des actions qui ont déjà été mises en place par le gouvernement actuel. Et il n'y a pas de doute que ça sera dans la suite des prochaines actions. Donc voilà pour j'ai un peu fait le tour sur cette partie connectivité qui est en forte évolution. Peut-être au niveau roadmap, quand on parlait d'IoT tout à l'heure, le réseau LoRa, donc c'est mature et c'est déployé, on va dire dans tous les grands groupes, et ça commence à arriver dans les ETI, les PME. La 4G privée, idem.
La 5G privée, c'est donc en déploiement de manière industrialisée, c'est pour 2024, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est demain, quoi. Enfin, c'est au niveau des technologies. Un des cas d'usage aussi derrière, donc on parlait tout à l'heure, donc c'est d'optimiser, de réduire les coûts et d'apporter de la flexibilité sur un site industriel pour pouvoir déplacer des équipements. Mais l'autre point, on collecte de la donnée, donc après c'est de pouvoir et de l'exploiter, quoi. Et un des sujets, donc c'est la maintenance prévisionnelle. Donc idem, si je fais le tour, j'ai fait un peu le tour des différents stands, on en parle un peu dans tous les stands. Voilà, c'est pour rappeler un peu notre approche et puis aussi ce qu'on veut en faire. Mais déjà, le principe, c'est vous avez une vanne, une pompe qui est au cœur de votre process et donc si elle devient défaillante, votre process s'arrête et donc des impacts financiers importants et aussi des satisfactions de vos clients. Donc là, ce qu'on va être capable de faire, c'est de pouvoir indiquer un état de santé permanent de l'équipement et aussi de pouvoir prévoir quelques mois à l'avance, jusqu'à 5 mois, attention, donc cette vanne, il y aura une défaillance sur le palier inférieur et donc qui va arriver dans une fourchette de temps. Et donc ça, on parlait tout à l'heure de boule de cristal, donc ça se fait pas qu'une boule de cristal, mais ça se fait avec de la collecte de données et aussi donc des différents algorithmes qui ont été développés depuis une vingtaine d'années. Enfin, donc la solution, les personnes qui travaillent sur le sujet chez nous proposent ça et déploient ces solutions depuis 20 ans, quoi. Donc l'IA apporte, ou le ML, le machine learning, va apporter pour accélérer et améliorer le traitement de ces algorithmes. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc au niveau des gains, donc après, là tout le monde les comprendra. C'est beaucoup plus facile d'intervenir quand on sait que ça va tomber en panne. Et donc ça coûte moins cher. On peut gérer l'arrêt du process et donc et intervenir dans de bonnes conditions. Ou tout du moins, même si on ne peut pas intervenir sur certains process, de pouvoir gérer le mode dégradé, quoi. Au niveau des impacts aussi, ça permet aussi de réduire tous les conséquences d'un équipement qui commence à être défaillant. Si je prends un compresseur, s'il y a une défaillance sur un palier ou sur un équipement, donc il va consommer plus d'énergie. Donc après, les autres impacts et les gains financiers sont aussi évidents, quoi. En quelques mots, comment ça marche? Alors déjà, l'idée, tout à l'heure, là je vais vous expliquer presque le contraire, mais tout à l'heure je vous expliquais qu'on peut collecter beaucoup de données qui peuvent être très intéressantes. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, les données, on en a déjà beaucoup. En fait, si on prend un équipement, un compresseur ou une vanne qui est au cœur du process, vous avez déjà des éléments sur la consommation électrique du moteur, sa tension, les températures amont, en aval et les pressions. Et rien qu'en utilisant ces éléments-là, si je prends une vanne, il y a un KV théorique qui a été défini par le constructeur. Et donc on va pouvoir commencer à travailler sur le sujet entre les courbes théoriques de fonctionnement, les conditions dans lesquelles on l'utilise, et ensuite les valeurs réelles qui vont être mesurées en temps réel. Et le plus important, c'est les phases transitoires, donc d'ouverture, de fermeture. Et donc avec ces éléments-là, on va pouvoir, avec différents algorithmes, anticiper et prévoir des défaillances sur ces systèmes, quoi. Et donc avec différentes approches et avec une analyse aussi avec d'arbres des causes pour pouvoir justement aller jusqu'à l'équipement qui va être défaillant, qui peut être au niveau du moteur ou de la vanne en elle-même, quoi. Voilà, passer rapidement parce que c'est typiquement la solution qu'on propose, mais c'est pas forcément le but du sujet. L'idée, c'est aussi, quand on parle de maintenance prédictive, prévisionnelle, pardon. Je vais pas me faire reprendre. Il est parti, c'est bon. Non, pardon. Il faut le dire maintenant. Donc oui, quand on parle de maintenance prévisionnelle, c'est il faut que ça soit adapté au technicien qui suit la machine et qui intervient. Et donc, d'où l'importance aussi d'avoir une approche avec différentes interfaces pour remonter l'information. Donc, l'information pourrait remonter directement à la GMAO, mais c'est aussi de pouvoir se dire,
voilà, il y a des interfaces qui sont prévues pour le technicien qui va remplacer le palier, le roulement, mais aussi des interfaces pour les experts, des experts techniques, donc typiquement pour le fabricant de la vanne, mais aussi des experts data, les data scientists, si on veut vraiment creuser l'origine du problème. Donc il faut vraiment aussi avoir cette approche de différencier un peu ces communications de la solution. Donc là, bon, c'est un petit exemple. Donc c'est dans une entreprise minière, donc en Nouvelle-Calédonie, et donc où on a proposé on a déployé cette solution depuis plusieurs années, et donc juste de l'indication, et puis donc typiquement l'image du bas donc va être pour l'opérateur, et la partie haute pour aller creuser un peu plus dans le détail sur l'évolution des indicateurs et des différentes composantes d'indicateurs. Donc voilà, donc ça c'est la partie maintenance prévisionnelle, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui arrive petit à petit, et qui viendra aussi avec quelque part une montée en compétences et la maturité des responsables de maintenance, des patrons d'usine sur la connaissance de la technologie et l'intérêt de la technologie, avec toujours pareil le ROI associé, quoi. Et le dernier qui arrive, donc là c'est une dernière acquisition au niveau du groupe, mais en fait ça va être aussi un autre grand bouleversement, je pense, après la 5G industrielle, donc c'est le cloud. Alors le cloud, j'allais dire, même, moi il y a un an, déjà on me parlait d'Amazon, donc c'était pour commander un colis pendant le confinement. Ensuite on me parle de cloud, ouais, c'est pour stocker mes photos. Après, j'ai cru comprendre que en fait, le cloud, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire tourner des machines, et donc pour pouvoir utiliser des machines uniquement lorsqu'on en a besoin. Donc ça, oui, c'est les premières bases. Mais en fait, le gros intérêt du cloud et d'AWS typiquement, ou Azure, donc AWS, donc c'est Amazon, et Azure, donc la partie Microsoft. En gros, en revanche, le vrai sujet, il est sur tous les algorithmes et toute l'analyse de données qu'on va faire tourner sur ce cloud, et pour valoriser les données, quoi. Et en fait, le vrai sujet, et d'où le positionnement d'Amazon. Aujourd'hui, Amazon est le leader mondial et largement du cloud, mais quand je parle du cloud, pour l'industrie. Si on prend tous les grands groupes français, Total vient de signer un accord avec Amazon. Comment il s'appelle, Safran, donc c'est du public aussi, hein, l'a fait aussi, la SNCF, et donc vont avec des objectifs assez conséquents de migration de leur data center sur le cloud pour la partie puissance de calcul, stockage, mais valorisation de la donnée, quoi. Et typiquement, je vais vous donner un exemple de sujets qu'on traite. On va dire deux exemples. On va parler de grains de maïs. Donc ça paraît bête, mais donc une société qui va mettre du maïs en boîte. Donc on a un tapis où on va faire passer les grains de maïs. On met une caméra au-dessus, haute définition. On envoie les données en live dans le cloud. Là, on va utiliser un premier algo qui a été développé par Amazon ou un de leurs partenaires, et donc qui va être très puissant, robuste, et donc d'analyse d'image. Ensuite, on transfère les données dans un autre algo de mise en forme de ces données, et on renvoie ça au technicien sur sa tablette qui voit passer aussi les grains de maïs. Et en live, il va avoir le taux de qualité des grains de maïs, tout de suite identifier s'il y a une déformation, donc en termes de couleur, en termes de forme, pouvant être à l'origine de maladies ou un impact pour la qualité du client, et aussi la volumétrie passée, quoi. Et donc ça va pouvoir se faire avec des coûts très réduits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez le faire on-premise, c'est-à-dire sur site, vous allez payer une boîte qui va développer ça, acheter un logiciel, ça va vous coûter les yeux de la tête, et vous ne le ferez pas, et vous continuerez à faire de l'échantillonnage avec vos grains de maïs, et donc avec une certitude plus faible de la qualité pour le consommateur final. Alors que là, vous allez payer quelques euros par jour ou par mois, donc à Amazon, pour utiliser uniquement une partie et ses algos, et vous aurez de l'information en temps réel. Donc là, le ROI
il se calcule très, très facilement entre la personne qui va passer son temps à faire de l'échantillonnage et cette utilisation, quoi. L'autre point en termes de qualité, lorsqu'on est sur les outils de process et donc de maintenance, de suivre la qualité des produits qui sortent d'une chaîne. Alors là, j'ai des grains de maïs, c'est plutôt simple, mais ça marche dans tous les secteurs d'activité, donc que ce soit de l'automobile, du process, etc. Donc ça, c'est aussi c'est en train d'arriver. Enfin, il commence à y avoir pas mal d'acteurs qui s'y mettent. Les grands groupes ont compris et y vont. Le sujet qui est en cours en France, mais aussi surtout en Europe, c'est de travailler sur un cloud européen. Et aujourd'hui, on en est encore loin, quoi. Alors, pourquoi pas pour la partie stockage, etc. Mais c'est le développement de tous ces algorithmes qui ont été définis et créés à la base par Amazon pour leurs propres besoins, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont pu l'amortir facilement pour leurs besoins du commerce en ligne. Et donc là, ils ont une grande avance, même par rapport à Azure. Enfin, Azure est vraiment décalé par rapport aux solutions qu'ils peuvent apporter, quoi. J'ai pas d'action chez Amazon et le but, justement, c'est de trouver d'autres acteurs qui puissent travailler sur ce sujet, quoi. Et pas uniquement, quoi. Et voilà, donc pour terminer, donc sur le dernier plutôt, voilà, c'est le sujet, c'est quand on parle d'IoT ou de maintenance prévisionnelle ou de 4.0 en termes général. Le point le plus important, c'est ce que ça apporte à l'outil industriel, quoi. Et donc là, bon, on a développé des différentes démarches, mais c'est un peu le point clé, quoi, parce que si vous arrivez sur un patron d'un site industriel, d'une usine, un patron de maintenance, alors vous pouvez lui raconter tout ce que je viens de faire, mais bon, lui, quand il ressort, ce qu'il veut, c'est combien, quoi. Combien et quand, et je dois investir combien pour avoir ce retour. Et qu'est-ce que ça me rapporte. Donc là, voilà, donc ça, c'est vraiment ça la démarche aussi qu'on met en place, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des interrogations. Non. Donc là, on n'est plus dans l'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui, en fait. Ce ne sont que des solutions qui fonctionnent. Oui, complètement. Là, par exemple, c'est une centrale biomasse en Guyane, pardon. Et donc qui a été mis en service il y a 1 an à peu près, et donc sur lequel on a déployé une solution de maintenance prévisionnelle. Et donc on va suivre, il y a 24 000 données qui sont accessibles, il y a environ 500 algos. Donc là on parle d'algorithmes développés par nos solutions, et donc qui ont permis d'accélérer la mise en service et le réglage de la centrale, et ensuite de pouvoir optimiser son coût de production. Donc là, voilà. Oui. Est-ce qu'avec tout le cloud, notamment Amazon, en termes de sécurisation des données, d'exploitation, est-ce qu'il y a des réglementations, ou est-ce que eux, derrière, à partir du moment où on leur confie nos données, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent derrière ? Non, alors, en fait, à la fois eux se sont mis des règles en interne, et justement l'Europe aussi travaille fortement dessus, où en fait les données ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire que toutes les données que vous envoyez, alors il y a la possibilité aussi de rechiffrer toutes les données qui sont sur le cloud, mais donc elles sont toujours votre propriété et surtout pas la propriété d'un Amazon. Alors, Amazon ou Azure, hein, qui est pas de... ensuite, l'autre point, quand on parle de cloud, on se dit c'est où, etc. Bon, les données, elles sont bien quelque part, hein. Et donc il y a la possibilité aussi de pouvoir choisir donc les zones ou les sites et les lieux physiques où vos données seront stockées, et donc typiquement en France ou à minima en Europe, quoi. Donc voilà. Après, l'autre point aussi qui n'est pas forcément naturel, mais donc en termes de cyber, en fait, le fait d'utiliser le cloud est beaucoup plus sécure que d'avoir son propre data center, en fait. Alors pourquoi? C'est que ça soit chez Azure ou OVH ou Amazon, et donc ils vont avoir des niveaux d'expertise et des niveaux de cyber qui vont être vraiment à un niveau très élevé.
et aussi ils auront toujours les dernières mises à jour des applications qui tournent sur leur plateforme. Alors que chez vous, sur chaque industriel, en fait, vous avez votre data center, vous avez votre... bon, ici, normalement, c'est les ingénieurs de maintenance, donc je peux dénigrer les DSI. Non, c'est une blague. Mais voilà, le DSI qui va s'occuper du réseau, voilà, il va faire 50 000 sujets différents. Il va autant s'occuper de la partie admin que éventuellement la partie outils ou IT orienté industriel. Et donc, il n'aura pas le niveau d'expertise suffisant pour protéger l'ensemble de son site industriel. Ou tout du moins, il aura par nature, il aura une expertise plus faible. Bon. Mais après, voilà, c'est encore des sujets où il faut vraiment rentrer dans le détail pour expliquer les limites, les responsabilités. Et effectivement, tous les éléments qu'on peut entendre autour de la loi américaine en disant vu que c'est chez Amazon et donc si le gouvernement américain vous demande vos données, même s'ils sont en France, on peut les donner. Non, c'est pas le cas. Et en plus, voilà, il y a la possibilité de rechiffrer ces données. Et je pense que s'ils ont besoin des données, ils ont des outils plus performants pour aller directement chez vous les choper, quoi. D'autres points? Ou sinon, c'était tout. Peut-être le dernier sujet. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ces campus, Fab Lab 5G industriel qui vont être créés en France. Donc, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser pour y participer, bénéficier des financements du gouvernement pour travailler sur le sujet, n'hésitez pas. Donc, par rapport à la maintenance, donc que des sujets qui sont déjà en application, donc au service de la maîtrise des coûts, amélioration du TRS, maîtrise de l'outil de production. Donc là, on est vraiment dans le sujet de la maintenance, quoi. Des questions ? Oui, bonjour. Les labs la 5G, là, les conditions, je dirais, de participation au co-développement de ces labs, là, elles sont définies où et par qui? C'est à nous de les définir conjointement au niveau des partenaires. Donc concrètement, là par exemple le partenariat qu'on a mis en place avec Schneider, l'objectif c'est 0 flux financier. Donc ils arrivent avec leurs équipements, leurs automates. Nous on met à disposition gratuitement l'environnement pour réaliser des tests, quoi. Donc l'objectif premier donc, aussi de ces campus, c'est de créer de l'échange autour de la technologie et de pouvoir accueillir les PME et TI pour qui connaissent cette techno. Et donc pour les futurs campus, typiquement ce qu'on est en train de créer à Rennes, typiquement les préfets de région auront comme objectif d'organiser et de collecter, d'informer toutes les PME ETI de la région Bretagne pour les inviter à visiter et à organiser des événements pour visiter ces campus. Et donc l'idée générale, par exemple, j'imagine si par exemple votre structure, vous fabriquez des machines pour des clients industriels, alors je ne sais pas du tout, je ne vois pas d'ici, mais par exemple, donc l'idée, ça serait, vous arrivez, vous mettez à disposition une de vos machines qui sera financée à hauteur de 40 ou 50% au moins par le gouvernement, et qui sera un démonstrateur pour tous vos clients, les vôtres et puis vos prospects, qui viendront regarder la technologie, et donc vous aurez l'occasion de pouvoir communiquer sur votre équipement et sur la technologie, quoi. Et cette technologie 5G, là, elle est déjà, on va dire, réglementée, codifiée dans son infrastructure, ou il y a encore beaucoup de choses à développer? Alors, les protocoles aujourd'hui sont définis, on va dire vraiment l'architecture. Là, la 5G industrielle, elle est mature. Aujourd'hui, les équipements existent. Donc, si vous voulez un réseau 5G industriel demain, on va chez Nokia, Ericsson, et puis on le déploie dans votre usine, quoi. Donc après, le travail qu'il y a à faire, c'est tous les cas d'usage qu'il faut inventer ensemble. Il y a les cas d'usage évidents pour remplacer le Wi-Fi, tous ces réseaux qui sont moins performants, donc ça, bon, c'est simple.
Mais après, c'est tous les autres cas d'usage. On va parler du technicien augmenté, donc le technicien qui va se retrouver devant sa machine, mais qui n'aura pas forcément le bon niveau d'expertise et qui sera connecté avec une personne en Australie et pour pouvoir l'aider à réparer la machine, donc, où les deux communiqueront ensemble. Donc ça, c'est des éléments qui sont en train de devenir de plus en plus robustes. Enfin, les HoloLens, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les lunettes de Microsoft. Ça fait 4-5 ans que ça existe, mais ce n'est pas encore industriel. Et là, les équipements qui sortent sont complètement industrialisés pour que ça soit robuste et que ça soit très performant, quoi. Mais donc, la techno, l'infra est mature. Et on va dire il y a 50% des cas d'usage qui sont matures. Et le reste, on compte sur vous, quoi. Merci. Merci Régis. Merci Régis. Merci à vous. Merci.